Nous avions une prime, nous avons toujours d'ailleurs une prime de fin d'année. D'accord. Qui, pour les raisons, je pense, de gestion, puisque ça finit pas mal, est répartie, il y a une note de service qui est donc affichée, est répartie en 4 versements. D'accord. Ça correspond véritablement à un 13e mois. Oui. Qui est en fait coupé en 4. Tout à fait. Donc à la fin du mois... Enfin, c'est la première année où c'est coupé en 4, puisque là, il y a une mauvaise... D'accord. Donc à la fin de l'année, vous devriez avoir en fait équivalent d'un mois de salaire complet. Voilà, tout à fait. Malheureusement pour moi, parce que c'est pas de gaieté de joie, je vais être hospitalisée le 2 juillet. Or, par honnêteté, j'ai prévenu afin qu'ils puissent voir leur planning, prévenir à l'avance. J'ai donc prévenu et j'ai eu tort. Donc c'est en prévision de mon arrêt à venir qu'ils m'ont retiré. Je ne sais pas, ça je peux pas savoir. En fait, vous avez votre bulletin de salaire, vous avez une explication avec eux ce matin. Voilà. Et c'est en prévision de cette absence qu'ils vous ont supprimé cette prime. Tout à fait. D'accord. Alors que ça n'aurait pas été supprimé si j'avais été même pas malhonnête. Parce que à l'heure actuelle, les salariés ont besoin d'être défendus. Comme il y a une érosion significative de l'influence des syndicats, des représentants du personnel. Parfois, la dernière des digues, le dernier des soutiens pour les salariés, c'est l'inspection du travail. D'accord. On peut vérifier dans la convention collective si cette prime est bien prévue et dans quelles conditions elle doit être versée. Et si éventuellement... Ça, si vous pouvez me le noter. Oui. Parce que... Mais bon, est-ce que vous avez un bulletin de salaire sur vous? Bien sûr. J'ai le dernier, celui... Donc le nom de la convention collective doit être mentionné dessus. Ah d'accord. Normalement. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Parce que je vous dis pas, j'ai tellement pleuré quand j'ai vu ça que je ne sais même plus ce que j'ai fait. Donc on va vérifier dans la convention si cette prime est prévue ou pas. D'ailleurs, je veux vous dire sincèrement que, bon, comme je vis toute seule, je suis prête à ne pas faire l'opération qui, je sais, est importante, rien que pour ne pas perdre ça. Il n'y avait aucune nécessité de les prévenir à l'avance. Vous savez, il suffisait d'envoyer votre arrêt maladie ou d'hospitalisation. Je sais même plus ce que j'ai fait de mes affaires. C'est une clinique privée, de toute façon. Oui. D'accord. Une clinique en plus qui emploie... Hervé cherche dans ses documents les éléments pour conseiller au mieux cette femme. Il n'entend plus ce qu'elle dit. Elle vide son sac. Il la laisse se défouler. Les informations qu'elle livre sur son employeur sont un deuxième volet, celui de l'intervention dans l'entreprise. Cela dénote la complexité des situations quotidiennes gérées par l'inspection du travail et ses 1500 agents. Parmi les 15 millions de salariés, une personne vient pour un problème, le sien en général, mais il en révèle très souvent un ou plusieurs autres. Hervé est formé comme tous ses collègues pour faire respecter l'ordre public social. Conseiller, informer, intervenir dans les entreprises et dans un unique but. Contrôler l'application d'un texte de loi, le Code du travail, la Bible du droit social. D'accord. Donc en fait, cette prime n'a pas été versée comme elle aurait dû l'être normalement pour la fin du mois de juin, alors que vous n'avez pas été absent de janvier à juin. Tout à fait. Donc ce que vous pouvez faire, à mon avis, c'est, avant de contester, demander simplement une explication à votre employeur et de préférence la demander par écrit. Par écrit. Et en fonction de leur réponse, donc s'ils vous refusent catégoriquement le versement de cette prime, là, éventuellement, vous ferez intervenir l'inspecteur du travail. On est saisi de points extrêmes de détresse. Les gens qui osent venir voir l'inspecteur du travail pour se dire ça va très mal et qui parfois craquent dans les bureaux, on est obligé à un moment donné de leur dire attention, je vais vous donner des éléments en termes de conseils pour savoir comment vous pouvez valoir les droits, quels sont les droits que vous pouvez faire valoir, mais ce n'est pas moi qui vais les défendre, vos droits à vous, dans ce cas précis. Je vais me servir de ce que vous allez me dire dans ma mission générale de contrôle dans cette entreprise-là. Le cas échéant, si parmi ce que vous dites, il y a un problème qui concerne une règle d'ordre public qui n'est pas respectée, je vais intervenir, mais je vais intervenir dans l'absolue confidentialité par rapport à votre plainte. C'est une de mes obligations et c'est une obligation pour vous protéger. J'ai travaillé dans un bar et je pense que mon ancien employeur ne m'a pas vraiment déclaré. Enfin, je ne sais pas sur quelle période il m'a déclaré.
Et il me doit de l'argent, notamment mes congés payés, puisqu'il m'a demandé de partir sans préavis de licenciement, sans rien. Alors il m'avait dit 7 000, c'était mon fixe, et j'avais 10% du chiffre d'affaires du bar, brut. Je pense qu'il m'a peut-être déclaré ma mi-temps pour déjà éviter les charges, je sais pas quoi. Ah, il vous a déclaré à mi-temps déjà? Bah, je pense parce que mes feuilles de paye, elles sont de 3 000 francs, quoi. Donc, comparé à ce que je touche... Sinon, il y a tous les musiciens qui sont payés tous les soirs en liquide. Et vous avez licencié parce que vous exigiez votre bulletin de salaire, Oui, et parce que ces choses-là? je l'ai menacé plusieurs fois de ne plus revenir si j'avais pas de feuille de paye, pas de contrat. Enfin, je pouvais pas travailler. Donc il me manque donc les 3 feuilles de paye, il me manque le préavis de licenciement qu'il m'a pas donné. Donc pas de procédure de licenciement en réalité? Non, aucune. Comment il a fait exactement? Casse-toi. Il n'a pas été violent, j'espère. Pour tous les mois, il m'a fait un chèque et du liquide, un chèque et du liquide. Donc il y aurait un chèque daté de février par exemple? Ah oui, peut-être pas daté de février, daté Ou de mars. mi-mars? Ouais, Je pense qu'il avant votre entrée officielle? Ah oui. On va aller faire un contrôle sur place pour voir un peu ce qu'il en est. Déjà entendre les explications de l'employeur. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que si vous nous amenez des témoignages, si vous nous amenez des éléments de preuve concernant votre présence en février, ça sera pris en compte si éventuellement nous décidons d'ouvrir une procédure à l'encontre de cet employeur pour le délit de travail dissimulé. Que j'étais là-bas en février. Quoi. Le problème, c'est que moi, je peux pas dire que je vous ai vu au mois de février pour la bonne et simple raison que je n'y étais pas et donc je ne vous ai pas vu. Non, mais à part des collègues de bureau qui sont venus me voir, est-ce que ça va être suffisant? Suffisant pour établir un procès verbal contre le patron du bar? Peut-être. Cette employée, elle, ne pourra récupérer sa paye qu'en retournant voir son ex-employeur avec, pour preuve de sa détermination, une lettre de l'inspection du travail. La cible de l'inspection, c'est l'employeur, pas le salarié. C'est ça, faire respecter le code du travail. Une procédure de licenciement, ce n'est pas « casse-toi ». Une prime due, on ne la supprime pas. Les heures de travail doivent être notées pour être payées. Et alors les chèques, vous les avez encaissés, je suppose, bien entendu, c'est la moindre des choses. Et par contre... Ils ne sont pas faits au nom du... Ils sont faits au nom d'une société. Garage, Boulogne. C'est donc pas du tout des gens du métier. Ah non, mais c'est ce que je vous disais, ils ne connaissent rien. Quand on voit un patron de bar essuyer des tasses à café à minuit 20 pendant que le bar est plein, qu'il n'y a plus de verre à bière, ça fait rigoler, quoi. Surtout qu'il y a une chauffeuse sur la machine à café pour pas essuyer des tasses. Et si ce soir, il me paye avec un chèque et du liquide. S'il me donne de l'argent, il me dit, tiens, ça c'est du main à la main, je fais quoi? Je le prends quand même? Tant mieux. Pour vous en êtes. Je suis obligée de toute façon. Non, mais ce serait complètement irréaliste de vous dire de refuser. Si jamais... Les permanences ouvertes au public qu'ils assurent 2 demi-journées par semaine sont une mine d'informations sur les entreprises. Les situations qui sont décrites arrivent encore à choquer ces témoins privilégiés du monde du travail. Il faut être militant pour rester à l'inspection, disent-ils. Donc ce soir j'y vais, si j'ai pas, je casse le bar. Tant que tout le monde soit prévenu, comme ça. Ah ouais, je casse pas tout. quelque chose comme ça. Surtout pas. Dans ces cas-là, vous allez au commissariat de police plutôt faire une main courante. Ah bon? Très sincèrement, ça se retournerait contre vous si vous ouais arriviez à mettre à sac vous toute seule. Je vous raconte pas les ennuis. Bah alors, il faut que j'aille au commissariat ce soir s'il le fait pas. Oui, bien sûr, si vous ne payez pas, vous allez au commissariat. De toute façon, on se reverra. C'est une affaire qui relève très probablement... je veux dire, j'ai tout à fait l'impression à travers... vos explications qu'on a affaire à du travail clandestin, ce qui est quand même un délit au regard du Code du travail. Mais vous, les travail clandestin, hein. Les personnes qui osent venir racontent les agissements délictueux de leurs employeurs. Ils disent où trouver certains documents officieux qui permettent parfois d'établir des procès-verbaux à l'encontre du patron. Là, le document décrit par cette salariée est un cahier tenu par l'employeur où sont notées toutes les heures des employés, déclarées ou non. Mais il est où ce cahier? Au bar. Mais le bar, c'est grand, il est grand. Hein. Il est sur le côté droit du bar, à côté du téléphone. Dans un tiroir, je suppose? Non. En général, il est sorti. Donc si on se débrouille bien, on peut... Cahier vert foncé. Alors, il y a les horaires de Géraldine aussi, qui n'a jamais été déclaré. De toute façon, on peut trouver un certain nombre de noms qui n'apparaissent pas forcément sur le registre unique personnel. Ah, c'est intéressant. T'as pas de chance. C'était trop beau pour être vrai. Cette affaire de cahier, apparemment, je
sais pas, à mon avis, ils ont dû penser à un moment donné que c'était peut-être gênant. S'il a existé, il n'existe plus. Ensuite, par une espèce d'incohérence de la part de l'employeur, qui n'avait pas tout simplement mis à jour ses propres archives, j'ai découvert la preuve que cette personne avait été employée bien auparavant, pratiquement 1 mois et demi avant la date sur laquelle elle a été déclarée. Donc, il y a une suite pénale, évidemment, dans cette affaire. Et on a refait aussi un autre contrôle une autre fois, un autre soir, fin juillet. Pareil, on a trouvé une personne qui n'était pas déclarée. Thierry, en tant que contrôleur du travail, ne s'occupe en principe que des entreprises de moins de 50 salariés. Les inspecteurs, échelons supérieurs, traitent les autres. Seuls intermédiaires entre l'État, normalement garant de l'ordre public social, et le 1,5 million d'entreprises assujetties aux lois du marché, ces agents sont au cœur de la conciliation de l'économique et du social. Le texte qui les guide, le Code du travail, s'est modelé au gré des conflits sociaux. Les salariés exigent et ce qu'ils obtiennent devient loi. Dans ce processus, l'État normalement régule, sauf si le pouvoir économique contraint le pouvoir politique, ce qui est le cas en temps de crise. Pour être sûr que l'État ne soit pas débordé par trop de marchés, l'Organisation internationale du travail a donné à ses agents un statut indépendant. En clair, on ne peut pas leur enlever un dossier. Anecdote. Le préfet avait demandé au directeur départemental de ce département de bloquer la procédure pénale. Et donc il a convoqué l'inspecteur, le directeur départemental, convoqué l'inspecteur en lui demandant de laisser tomber, parce que ça faisait mauvais dans le paysage social. L'entreprise que nous visions pour prêt de main-d'œuvre à but lucratif faisait en même temps un grand plan social. Donc c'était gênant d'avoir une procédure pénale dans ce domaine-là. Ce qui fait que le résultat, ça a été que là où nous, on aurait peut-être mis encore 2 ou 3 mois à rédiger, à peaufiner le procès verbal, dans la semaine qui suivait, était parti. Seul fonctionnaire à pouvoir s'introduire dans la boîte noire qu'est l'entreprise et interroger qui il désire, il raconte. Il m'est arrivé, par exemple, avec le téléphone, d'atterrir dans une entreprise, de voir mon interlocuteur décrocher le téléphone et de l'entendre dire devant moi, tout penaud, tout rouge, « Oui, je sais, ils sont là ». La capacité d'entrer inopinément, à toute heure du jour et de la nuit, de discuter librement avec qui on veut, est un pouvoir énorme parce que, si vous voulez, il fait, à mon avis, de nous, les rares fonctionnaires ou les rares yeux de gens qui ont le pouvoir d'État, si je puis dire, à savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut induire parfois la violence, puisque certains employeurs, ils sont quand même pas la généralité, mais cela arrive effectivement, ne vous laissent pas pénétrer ou font tout ce qu'ils peuvent pour éviter justement que la découverte de situations anormales, par exemple. Eh bien, il s'agit d'une entreprise où un premier contrôle m'avait permis de constater que des heures supplémentaires n'étaient pas payées aux salariés. À cette occasion-là, j'avais eu beaucoup de mal à me faire présenter le cahier qui était tenu par le chef d'atelier qui reprenait les heures effectuées, les heures de travail effectuées. À l'époque, j'avais fait régulariser la situation par l'employeur qui avait donc remis les choses à plat. Et puis j'ai envisagé donc un nouveau contrôle, de manière à vérifier que désormais tout était en règle. Nous sommes à peu près 1 an après le premier contrôle. Il s'agissait donc de vérifier que désormais le cahier était présenté de manière transparente et que les heures de travail étaient effectivement payées aux salariés. Vous allez bien? Oui, et toi, ça va? Ça va. Vous allez faire un peu le point de la situation de la maison? Toujours pareil. Toujours pareil. Toujours pareil, toujours malheureux, toujours à plaindre, toujours... Pas possible. Ah oui, oui. C'est la misère dans le port, c'est bien. Vous êtes combien ce matin? En nombre de ports, Nombre de personnes? on est 43. Tu vois, ce matin, au point de vue chaîne, Oui. vous avez toujours 2 équipes en principe? Oui, on a toujours des équipements. Alors, là, ça, c'est la première équipe qui va s'arrêter là. Alors, la première équipe va s'arrêter. Va s'arrêter là. Et la deuxième équipe, c'est celle du désossage. Oui. Vous allez voir, on peut savoir. Ah oui. On se tutoie. Si ce chef d'exploitation tutoie Diego, ce n'est pas parce qu'ils ont fait leurs études ensemble. Il faut se mettre l'inspecteur dans la poche. Le tutoyer, c'est aussi nier son autorité. C'est l'inciter à ne plus venir. Il n'y a pas de problème ici. Non seulement Diego n'est pas dupe, mais ces blagues peuvent attirer son attention pour révéler un dysfonctionnement, une infraction ou un délit. Et puis donc, assez rapidement, m'a montré un cahier où effectivement il apparaissait que des heures supplémentaires étaient faites. Vérification faite, il apparaissait qu'elles étaient bien payées. Alors là-dessus, je marque les horaires, Oui. les absences des gars, les embauches des gars.
D'accord. Hein, quand on reprend du personnel en plus, là j'ai un intérim là, qui est là pour la semaine. D'accord. Bon, ça, normalement il est marqué au bureau de l'autre côté. D'accord. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, ici, vous notez, si je comprends bien, en quelque sorte les incidents par rapport à ce qui est tout ce qui se passe dans l'entreprise, à savoir le dépassement d'horaire, s'il y a un accident, s'il y a une maladie, une absence, quoi que ce soit, tout est noté là-dessus. Alors coupe, c'est la première équipe, c'est ce qu'on a donné ensemble. Oui. Bon, ben là, il y a 1h30 en plus. Deuxième équipe, donc 2h45 en plus. D'accord. Et puis là, en vacances. Voilà. C'est tout ce qui concerne les grandes entreprises. Et puis, l'observation assez précise de ce qui était pointé sur le cahier m'a fait en fait penser que le cahier n'était pas forcément un cahier, je dirais, sincère par rapport à la réalité. En fait, le cahier qui m'avait été présenté, présentait un certain nombre d'anomalies. Et en particulier, je sais qu'il y a 2 équipes dans l'entreprise. Et qu'un pointage véritable et sincère est en fait pointé par le premier chef d'équipe de nuit, et puis ensuite par le deuxième chef d'équipe de nuit. Or, le cahier qui m'a été présenté était écrit de la même main. Donc en fait, ce n'était pas un cahier qui avait été fait instantanément en fin d'équipe, par le premier chef, puis par le deuxième chef qui écrit de manière différente. C'est un cahier qui a été fait par quelqu'un dans la foulée. Donc il existait en fait 2 cahiers. Le vrai cahier qui ne m'avait pas été présenté, et le faux cahier qui m'avait été présenté, en fait, le jour où j'ai fait mon contrôle. Si Diego décide de relever l'infraction, l'histoire n'est pas finie. Très peu de ces procès-verbaux donnent naissance à des poursuites pénales. Il y a 1 million d'infractions au droit du travail constatées chaque année par notre modeste corps d'inspecteurs du travail. 1 million. Et seulement 27 000 procès-verbaux. Et sur 27 000 procès-verbaux, seulement 7 000 condamnations. Et sur 7 000 condamnations, 541 peines de prison, dont 521 avec sursis. Et la moyenne des amendes n'est que de 5 500 francs. Un peu plus que pour une grosse contravention sur le code de la route. Je rentre dans une petite boîte, il y avait un pot un Tupperware, quoi, hein, grand comme ça, 4,5 kg de cyanure. Il y a de quoi empoisonner tout Paris, là. Même pas étiqueté, même pas fermé, même pas soufflé. Donc elle me dit, mais on a l'habitude, on sait, bah, je vous l'habitude, mais enfin bon, vous vous rendez compte le risque que vous prenez si vous êtes cambriolé, si vous prenez un contrat à durée déterminée qui n'est même pas formé, le gars il met le doigt dedans pour goûter, il sait plus ce que c'est, il goûte pas 2 fois. Hein. Dans ce pays, on condamne plus volontiers un voleur d'autoradio qu'un patron délinquant. Or, peut-être la moitié des employeurs sont des délinquants. Mais là, il y a du recrutement externe. Bon, et ben, on va y aller. Attends, t'as des mecs là au comptoir, ils boivent ou ils servent? Regarde, il a quand même un stylo dans la poche. Et il a un bloc-notes dans la main, le blanc. La nana, elle sert. Ouais. Cette société-là, je l'avais déjà contrôlée l'année précédente. Et déjà l'année précédente, il y avait un salarié qui ne figurait pas sur le registre et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Mais je n'avais pas dressé le procès-verbal tout de suite parce que l'employeur s'était engagé à ce que ça ne se reproduise plus, etc. etc. Donc, bon, je m'étais dit, on verra. Alors, juste du personnel, il y en a pas? Oui, si, il y en a, bien sûr. Oui, non, je n'ai pas là. Non, sincèrement, non, parce que moi, j'ai que ça, si vous voulez. J'ai pas de place ici. On peut le mettre dans un placard. Oui, bah, si vous voulez. Bah, la prochaine fois, je l'aurai, je vous le promets. Je vous le promets. Demandé la dernière fois, je crois. Mais la dernière fois, je vous ai répondu. Hein, je vous ai vu une lettre et tout ça. Non, oui, sincèrement, oui, bien sûr. Non, mais moi, je suis le genre. Oui, bah, vous me le dites, je le foutrai là-haut. D'accord. La salariée, tu vois, la dame qui servait? Non, moi j'ai le monsieur qui était derrière le bar, qui est là depuis 1 semaine. D'accord. Et la dame qui sert? Non, j'ai pas de dame qui sert. Vous aviez une dame qui servait en terrasse? J'ai pas de dame qui sert. C'est une copine, mais elle ne sert pas. Hein. C'est une copine. Non, j'ai pas de dame qui sert. Alors vous êtes monsieur? Pardon? Boss, ça veut dire patron. Et alors la copine qui servait, c'est une copine à qui? Non, c'est une copine à mon truc, mais elle ne sert pas, hein. Elle ne sert pas. Non, elle ne travaille pas. Ce soir, chez Joël. C'est Joël. Non, c'est pas Joël, c'est Bruno. Ah, bah attendez, moi il m'a dit qu'il s'appelait Joël. Non, c'est Bruno. J'ai Didier, j'ai Bruno, son nom de famille, c'est quoi? Rodriguez. C'est Bruno Rodriguez ou Joël Rodriguez? Didier, là, mon responsable. Dominique. Bon, attends, je vais demander à Joël. La copine de je sais pas qui, là, qu'on a vu travailler, enfin... Non, elle ne travaille pas chez nous. Elle est où, cette dame? Rodriguez, il est où? Rodriguez.
Mais c'est la copine de qui? De Didier? Et Didier, c'est qui? Didier, mon responsable. C'est le monsieur qui a un t-shirt jaune. Deux des personnes n'avaient pas fait l'objet ni de paiement de salaire, ni d'inscription sur le registre unique du personnel. Et donc, il a eu un procès-verbal de travail dissimulé. Monsieur, s'il vous plaît, une seconde. C'est lui le responsable. Vous êtes le responsable. Il y avait une jeune fille là qui circulait dans le restaurant. C'est votre amie? C'est ma petite copine, ouais. C'est votre petite copine? Ouais, elle travaille pas. Hein. Donc la deuxième fois, c'est vrai que j'ai pas d'indulgence et que je dresse le procès verbal. Où est-ce qu'il est parti, Rodriguez? Il est parti dans un bar à côté chercher une bouteille d'alcool. Ouais, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Il peut revenir, s'il vous plaît? Il va revenir. Donc on veut l'interroger. Est-ce que vous pouvez aller le chercher, s'il vous plaît? Ça vient pas. Bon, ben on ne peut pas passer la nuit là, donc on transmettra ça au tribunal et puis vous expliquerez la chose, d'accord? Au revoir, monsieur. Au revoir. Ça a été transmis au parquet, donc c'est le parquet qui va donner suite ou pas, et ensuite, s'il donne suite, ça ira en correctionnel, puisque c'est un délit, et il encourt une peine de prison ou une peine d'amende. On peut dresser des procès-verbaux qui ne font plaisir strictement à personne, y compris à une partie de notre hiérarchie, transmettre. Mais le niveau en fait, de blocage des dossiers peut très bien se situer au niveau du parquet si le substitut ou le parquetier qui traite le dossier estime qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'ordre public de poursuivre, ou comme ils ont la possibilité de classer par opportunité, ils peuvent très bien, à ce niveau-là, effectivement, réduire notre travail à néant. Nous, ça, nécessairement, c'est un côté extrêmement frustrant si les poursuites, les enquêtes qu'on mène ne débouchent pas sur des poursuites ou des condamnations. Mais enfin bon, c'est aussi un problème de la justice en général. Les décisions de classement sans suite, pour nous, ne sont pas des décisions forcément judicieuses, puisque ça conforte l'employeur dans sa volonté de violer la loi, puisqu'il sait qu'à terme, il n'est pas condamné. Donc l'autre, il a disparu. S'il est dans un bar à côté, aller chercher une bouteille d'alcool, ils ont qu'à aller le chercher. Et tu l'as pas vu quand tu es rentrée, la Sabrina, elle servait... Encore une fois, on retrouve la règle « un problème en cache un autre ». Dans ce restaurant, Françoise et Béatrice ont entrevu, hormis du travail clandestin, maintenant appelé travail dissimulé, des problèmes d'hygiène. Par exemple, entre les toilettes des salariés et la salle de plonge dans laquelle elles donnent, il n'y a pas de porte. Préserver l'ordre public social, c'est lutter contre le travail dissimulé, mais c'est aussi faire que l'on installe cette porte. Ces électrons libres lâchés dans la nature sanctionnent pratiquement sans hiérarchie pour les orienter sur telle ou telle entreprise. Cette indépendance des agents de contrôle est le nœud du problème. Faut-il évoluer avec le pouvoir politique qui subit des contraintes économiques ou résister et faire appliquer le code du travail? Tout en faisant clairement le choix du plus d'État pour lutter contre le marché, la pratique les place souvent dans des situations ambiguës. Il y a certainement, pour les entrepreneurs les plus modestes, certainement, une carence très importante en matière de formation, en matière sociale, c'est clair de ce point de vue-là. Telle carence que c'est un domaine, je dirais, où il y a une relativement forte demande de conseils, d'informations, parce que c'est un élément qui apparemment n'est pas vu comme une ressource importante de l'entreprise, dans une petite entreprise. On commence par s'intéresser à sa gestion matérielle, à son commerce, mais on envisage rarement, si vous voulez, qu'il faut aussi gérer une collectivité, que ça a ses règles et ses incidences sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous avez le registre unique du personnel? Attendez, vous tournez trop vite les pages. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un salarié, c'est monsieur. C'est le monsieur qui avait un t-shirt bleu. Je marque quand même qu'il y a un monsieur en cuisine qui travaille et qui n'est pas inscrit. Hein. Je continue là? Oui. Alors, le soir où on est passé, il nous a dit qu'il avait commencé le soir même. À 8 heures, oui. D'accord? Et donc il est resté, il a travaillé une soirée. Oui. Il va bien falloir le payer. Bon, qu'est-ce que je vous dis? On joue franc jeu, je ne vais pas vous raconter. Vous l'avez payé de la main à la main. De toute façon, comment je peux faire? On n'est pas né de la dernière pluie. Donc comment je peux faire pour le... Comment je peux faire? Il fallait bien que je ne vais pas exploiter quelqu'un qui travaille sans être payé. Donc on vous demandera de passer à notre bureau en nous amenant le justificatif de la DPAE.
C'est quoi ça? C'est la déclaration préalable à l'embauche. Préalable, donc pas postérieure. Donc s'il est là depuis ce soir, un petit peu avant ce soir, vous avez dû enfin votre comptable, ou en tout cas vous, avez dû le... Oui, parce qu'en fait, on s'est renseigné parce qu'il s'est présenté, on lui a demandé donc les papiers, s'il faut un papier pour l'embauche, quoi, et là il a son frère donc qui a déjà travaillé ici, qui est en vacances. Et il est inscrit où là, le frère en vacances? Mais moi j'inscris pas là-dessus, moi je fais rien là-dessus. Mais alors ça sert à quoi un registre du personnel? C'est pour uniquement les personnels à rumeur, ça, non? Non, c'est pour toutes les personnes qui travaillent, ne serait-ce qu'une minute dans votre établissement. Ce salarié étranger n'était donc pas déclaré. Mais en plus, il n'avait pas encore reçu son permis de travail de la préfecture de police. Au travail dissimulé s'ajoute un problème d'emploi irrégulier d'étrangers. Personnel dessus, si vous avez un cahier, mais juste pour payer 30 francs dans une librairie et qu'il soit vide, ça sert à rien. Et ce monsieur, quand il est parti, vous lui avez expliqué de toute façon que vous ne pouviez pas le garder? Ah non, oui, il ne voulait même pas le croire, lui. Parce qu'il est allé, alors le lendemain, il est encore revenu nous voir. Je lui ai dit non, moi, je ne peux pas vous prendre. Il est allé à la préfecture, on lui a indiqué qu'il s'était accordé, quoi, qu'il allait avoir c'était en cours. Il est passé il est revenu nous voir aux environs de midi. Et il nous a dit, moi j'ai dit, écoutez, tant que j'ai pas un papier, je ne peux rien faire. Mais dans sa tête, je peux vous assurer, j'ai eu une longue discussion avec lui quand il est revenu me voir le lendemain. Mais parce que si on donne le droit au séjour à des gens, il faut leur donner le droit de bouffer qui va avec, voilà, d'accord? Donc pour eux, c'est normal qu'ils aient le droit de travailler. J'en sais rien, je ne sais pas quel discours on leur tient. Mais à mon avis, on leur tient pas un faux discours, simplement. C'est compliqué pour eux de comprendre la différence entre le titre, le droit de séjourner temporairement, qui ne donne pas forcément le droit au travail. Ceci dit, il faut lui faire un bulletin de salaire, malgré tout. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Je vais encore m'enfoncer, que je vais refaire une déclaration d'un quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler. Là, ça va être autre chose. Et là, je vais me créer des preuves pour... Enfin, bon. De toute façon, les preuves, je les ai, moi. Je veux dire, l'infraction, elle est établie, elle est matérialisée, elle est constatée. Donc les preuves, elles existent. Vous ne pouvez pas vous enfoncer plus. Vous êtes déjà enfoncé, là. Merci. Parce que c'était avant qu'il fallait faire ça. Quand vous recrutez un salarié étranger, vous lui demandez son titre de travail. Même une action répressive suppose une explication sur ce qui est en jeu. Je veux dire par là que je ne conçois pas de rentrer dans une entreprise et de dire simplement à l'entreprise « vous n'êtes pas en règle avec tel article du code ». Je conçois mon action combien même répressive, comme celle qui consiste à dire « vous êtes en infraction » et je vous explique pourquoi vous êtes en infraction et quel est le sens et la portée des dispositions législatives qui sont en cause dans votre affaire. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, vous êtes en même temps le pédagogue et le répresseur. Et à la limite, celui que je vais demander à être reprimé en tant que tel, il arrive aussi que je dise, monsieur, pour votre problème, il y a d'autres solutions légales. Et je suis le conciliateur en même temps. Et je crois que ce qui fait aussi une des difficultés de notre métier, c'est justement d'être à la fois tout cet ensemble-là. Mais si on doit tout savoir, alors je vais vous dire, mais on est des cadors, je veux dire, on n'est plus des patrons de restaurant, on fait autre chose. Je veux dire, je ferai autre chose. Mais là, c'est pas grand-chose à savoir, d'accord? C'est savoir qu'un salarié étranger... Vous m'avez contrôlé, vous m'avez déjà contrôlé il y a un peu plus d'un an. Tout était en ordre, j'avais personne, etc. On était deux, Bon, ben voilà. D'accord. Moi, je vais vous dire une chose, ça sera encore cette année, je n'irai pas encore en vacances, et je suppose que je vais avoir des pénalités, des choses comme ça. De toute façon, j'ai l'impression que les tout petits comme nous, on ne les supporte pas, on veut les coincer, c'est tout au profit de certains. Alors bon, allez-y, moi je travaille, je me demande pourquoi. C'est ça la petite entreprise aujourd'hui. Non, mais attendez, on a eu des grosses difficultés, on avait un autre salarié autrefois, on a été en débord de bilan, ma comptable m'a dit soit vous travaillez comme ça, ou soit vous arrêtez, parce que vous ne pouvez pas continuer avec un deuxième salarié, vous n'avez pas les moyens. Voilà, j'ai fini, excusez-moi. Non, mais il faut que ça sorte. Pas de problème, c'est sorti. Pas dormi, donc, je vous fais un courrier sur tout ce qui est à faire. Et par contre, sur... je relève l'infraction. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est un métier usant parce que c'est un métier où on est confronté à des situations individuelles difficiles et puis parce que c'est pas facile tous les jours d'être toute seule sur son secteur et de s'affronter toute seule avec un certain nombre d'employeurs. Enfin, quand on a le désir d'être aimé, je crois que c'est pas un métier facile, quoi. C'est usant. Déprimant, non, parce que je pense que quand même on arrive à changer un certain nombre de choses un certain nombre de fois. Pas dans tous les cas, malheureusement. Mais bon. Non, pour la première fois, vous n'aurez pas de peine de prison, amendes, mais vous aurez une amende. Oui. Et les amendes sont fortes, je suppose. Elles sont pas... Ça dépend, c'est apprécié au cas par cas. Vous avez, comme vous dites, vous avez pour vous que c'est la première fois. Donc ça compte aussi dans la balance, malgré tout. Je crois pas tellement.
Mais le fait est que c'est vrai que dans ce secteur d'activité, on n'est pas en cas d'indulgence parce que je vous dis, c'est systématique. Et qu'en plus, moi, je trouve que le phénomène s'étend. Ah, oui. Bah, moi, incontestablement, c'est-à-dire que ça déborde ça. de la restauration sur tout type d'activité, tout type de commerce aujourd'hui fait ça. Les gros, les grands, les petits, tout. Mais vous pensez ce que vous voulez par rapport à ça, mais je sais que moi, je ne voulais exploiter ni voulu exploiter ce genre de situation. Moi, je pensais qu'une première fois, on pouvait avoir une... Je sais pas, il me semble, pour une fois, fait attention à tout. Puis les amendes, elles sont pas petites, je crois, d'après ça, ce que je crois savoir, c'est pas des petites amendes qui mettent en général. Ben, je sais pas, votre prédécesseur là, qui était là dans ce bureau, voilà, ben, il vous l'a dit. Pour moi, c'est sauf qu'il n'avait pas qu'un salarié, lui, d'accord? Alors ça, il vous l'a peut-être pas dit. Non, il m'a dit que c'était 20 000 francs. Quand on constate que dans un restaurant où il y a plus de 50 salariés, le jour où quelqu'un décide de demander l'organisation des délégués du personnel, les 50 salariés sont licenciés ipso facto, mis le caout, et que aussitôt après l'employeur réembauche une cinquantaine de salariés, s'il n'y a pas l'inspection du travail pour faire les constats, les procédures pénales à l'encontre de cet employeur, je pense que là, les services passeraient complètement à côté de leur mission. Cette mission est souvent mal comprise. Les salariés croient encore que l'inspection n'intervient qu'au moment du licenciement. Il est vrai qu'entre 1975 et 1986, une de leurs prérogatives était le contrôle des licenciements économiques. La perte de ce rôle privilégié a d'ailleurs déstabilisé le corps, même si le fruit du travail entre l'employeur et l'inspecteur était bien souvent une autorisation. La connivence suspectée avec le patron et l'aspect fouine de l'agent de contrôle avaient donné aux salariés l'idée qu'il était un emmerdeur. C'est l'inspection du travail, ça fait un quart d'heure que je suis en bas. D'accord? Alors pourquoi vous mettez les harnais quand vous savez que l'inspection du travail est là? Pourquoi vous êtes en train de demander les harnais parce que vous savez que je suis là? Mais pourquoi vous voulez qu'on mette un harnais alors que ça va nous gêner plutôt qu'autre chose, d'accord? Moi je veux que vous utilisiez du matériel qui vous permet de faire du démontage en sécurité. C'est tout. Puisque c'est pas ce que je constate aujourd'hui. Non mais ça m'est égal d'avoir raison. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait un accident. Ce que je veux, c'est que tant qu'il n'y a pas de protection là-dessus, vous ne circulez pas. De toute façon, ce qui m'étonne, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes et qu'on fait toujours les mêmes constats. C'est-à-dire qu'on a l'impression que rien, mais rien ne progresse et rien ne change. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquis chez un employeur. Il ne comprend pas. Enfin, il ne comprend pas. Il n'y a pas d'acquis. On repart toujours à zéro. Parce qu'on est toujours dans la logique économique, coût, délai ou concurrence économique. Il y a une poussière, je ne sais pas de vous savoir, mais c'est absolument désagréable. Personne n'a envie de tomber, je comprends. Mais Tabarly, il n'avait pas envie de tomber, il est tombé à la mer, d'accord? Non, mais c'est quand on met pas de protection, et à un moment, il y a un risque, et le risque, quelquefois, il se concrétise et on tombe, c'est tout. Alors vous arrêtez de travailler, vous allez me chercher votre plan particulier de protection de sécurité. Le chantier d'Île Saint-Louis, c'est un chantier typique, puisque c'est un chantier de rénovation d'un immeuble où on a une foule d'entreprises qui interviennent et puis où chaque entreprise fait uniquement son petit lot pour lequel il a eu le marché et où après on a d'énormes problèmes en termes de protection collective. À la fin du siècle dernier, à la création de l'inspection du travail, il y avait une volonté, voire une priorité de protection de l'intégrité physique du travailleur. L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail sont à la base de l'histoire de l'inspection du travail. Et déjà, les inspecteurs étaient mal perçus par les salariés. Et la lumière, elle est où d'abord? Première chose. La lumière, je crois qu'il est... Moi, je veux de la lumière. Il marche pas. Il marche pas. Et vous trouvez ça normal? C'est normal d'après vous? Ah, bah ça grille, ça grille. Et ça, c'est ça la douche de chantier? Si. Ah ouais? Vous m'expliquez comment vous faites pour prendre une douche? Moi, je comprends pas, il faut tout me dire. Je sais pas, mais il y avait tout ce qu'il faut. S'ils ont enlevé le voiture, je sais pas. Il y avait tout ce qu'il faut. Ça, ils l'ont enlevé seulement. Vous avez envie, vous, après le boulot, de venir prendre une douche ici? Si, regardez, il y a même un shampoing. Vous voyez là? Mais vous trouvez que c'est un local correct? C'est le chantier, mais c'est... Oui, d'accord. C'est un chantier, mais ça n'empêche pas de traiter les gens comme des... Ça, c'est le chiotte. Ouais. Et le chiotte, il est parfait, n'est-ce pas? Vous allez me dire que c'est un chiotte de chantier. Oui. D'accord. Tout est parfait, donc. Il y a de l'eau?
Oh, je crois qu'il coule un peu, oui. C'est le robinet qui doit il fuit un peu. Alors il fuit, donc il coule plus, maintenant vous l'avez coupé, c'est ça? Donc il n'y a plus d'eau. Pas de toilette ni de douche sur un chantier, c'est bien sûr une atteinte au droit social. Et le Code du travail, en définitive, ce sont les salariés qui le définissent. En exigeant leurs droits, en se groupant, en faisant en sorte que la conscience collective redevienne revendicative. Qu'attendre du marché? Si une pizza n'est pas livrée en 30 minutes, c'est moins grave qu'un mort sur la chaussée, payé à la course, qui aspirait à un salaire décent en accélérant le rythme de ses livraisons. Peu importe le nombre de pizzas vendues. Françoise a arrêté le chantier de ses échafaudeurs dans leur intérêt. Elle en a vu des accidents, peu importe la journée de travail perdue. Encore un mort d'éviter, surtout qu'il était haut cet immeuble. Bernard lui aussi en a vu des accidents. Là encore, il intervient en totale indépendance, et même s'il perturbe, le risque est trop grand. Donc vous êtes à 1,50 m au moins. Vous avez des parois qui sont quasi verticales, qui sont en terre instable, puisqu'on voit qu'il y a eu des éboulements. Donc là, vous êtes en présence d'un risque significatif. Alors, est-ce que vous avez des protections sur le chantier? Non, pas du tout. Alors, je vais devoir vous arrêter. Parce que, mettons que un litre de terre représente 1 kilo. Alors, c'est pas vrai, hein. C'est 1 litre d'eau qui représente 1 kilo. Donc, un litre de terre, ça représente plus. Hein. Vous avez un demi-mètre cube qui descend, ça fait 500 kilos. La personne qui la reçoit sur les jambes, elle a les jambes brisées. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un risque de mort, mais il y a un risque d'accident grave. Dites, monsieur, vous avez à intervenir là dans la tranchée là? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Non. C'est-à-dire que mais il faut que ça sèche là. Oui, on met des roses par-dessus, donc après... C'est tout. C'est Donc là, je vous laisse tranquille. Par contre, sur l'autre côté, moi, je ne veux pas accepter qu'on continue à travailler. Parce que je vois qu'il y a de la colle, donc il y avait des gens qui étaient en train on était prêts à faire leur gain. Ah, d'accord. Donc, je vous lis la décision, monsieur. Bon, je vous cite les articles 230, c'est le Code du travail. Hein. Nous, Gracie Bernard, inspecteur du travail de la première section du département de Loire-Atlantique, constatant qu'un ou plusieurs salariés effectuent des travaux de réalisation d'une canalisation dans une tranchée de plus de 1,70 m de profondeur et 1 mètre de largeur dans des terres instables, sans aucun blindage. Considérant qu'il existe de ce fait une cause de danger grave et imminent résultant de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, ordonnons l'arrêt de chantier sur cette opération et toute intervention à l'intérieur de la tranchée. Alors, ce que j'attends, moi, c'est qu'on m'écrive en me disant il y a des blindages disponibles sur le chantier. Quand j'ai cette information, je viens et je vous autorise à reprendre. Et vous n'avez pas le droit de travailler sur la tranchée tant que je n'ai pas donné une autorisation écrite. Ce qui nous préoccupe, c'est la place qui est faite aux salariés. Et la personne du salarié, hein, la personne humaine du salarié. C'est ça qui nous préoccupe en premier lieu. Et ensuite, on utilise la réglementation comme un instrument pour faire en sorte que la personne soit prise en considération. C'est-à-dire sur le terrain de la prévention, que les risques soient bien maîtrisés.
On ne remplacera jamais la prise en charge par les salariés eux-mêmes de leurs conditions de travail et de l'application concrète au jour le jour du droit. Et ça, s'il n'y a pas une évolution considérable de la représentation du personnel dans les entreprises, on va vers encore plus une dégradation. On a une disparition des organisations syndicales dans les entreprises qui, auparavant, reprenaient à leur compte les plaintes individuelles et les transmettaient eux-mêmes aux patrons par le biais des institutions représentatives du personnel. Un exemple de plainte individuelle. Cette femme courageuse qui appelle Thierry est en plein bras de fer avec son employeur. Sans syndicat implanté ni représentation du personnel, elle se renseigne. Sachant déjà qu'il ne pourra pas visiter l'entreprise, Thierry va orienter cette salariée vers le Conseil des prud'hommes, seule juridiction capable de trancher un litige entre un salarié et un employeur. Car très souvent, à force de demander ses droits, le salarié se retrouve à la porte. Vous serez en droit éventuellement de réclamer le paiement et une indemnisation des jours de repos devant le Conseil des prud'hommes, éventuellement, quand vous aurez quitté votre employeur. Je dis ça parce que c'est très difficile de poursuivre l'employeur quand on est en cours de contrat de travail. Ça, c'est clair que c'est un peu dangereux. Bon, Même vous appeler, je vous avoue que ça me fiche la trouille parce que... À ce point? Ah ouais. Oui, je vous comprends un peu. Ouais, parce qu'ils risquent pas de me recommander après pour trouver un autre travail. Hein. Et si vous débarquez, ils sauront que c'est moi. Hein. Vous croyez? Ah oui. Ah bon, parce que vous avez été la seule à râler sur je suis cette la question seule à m'en soucier. Parce qu'en fait, bon, tout le monde a peur du chômage, tout le monde a peur, personne n'ose se renseigner. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Bien. Excusez-moi, mais Je vous en prie. c'est toujours c'est difficile de recevoir à la fois du public et de répondre au téléphone. Enfin bon. Il y a une dizaine d'années, les gens me disaient souvent, quand je leur racontais simplement le quotidien, quoi. Ils disaient ouais, c'est du Zola, c'est du Zola, c'est du Zola. Alors, au bout d'un moment, je racontais plus rien, comme ça, j'avais l'air moins déprimant. Mais comme aujourd'hui, Zola est revenu à la mode et que le climat social, la peinture que les gens se font du climat social actuel est moins, peut-être plus près de la réalité qu'il y a quelques années. Non, effectivement, ça peut être extrêmement déprimant. On a quand même des gens qui sont dans des situations dramatiques, qui viennent nous voir dans les permanences. Là, j'ai une petite déléguée syndicale, elle a un mal fou, elle se fait entendre, il l'a traitée de chienne, il l'a traitée de tous les noms et tout. Alors, je suis allé 3-4 fois quand même pour mettre les choses au point. Finalement, ils ont muté le directeur. Enfin, le gérant, parce que c'est des franchisés, donc ils sont en fait sous l'autorité du groupe. Quoi qu'on les présente comme indépendants, ils obéissent au doigt et à la baguette au groupe. Et là, il a été muté, c'était lui qui lui mettait une pression sur la tête à la fille terrible. Alors là, maintenant, il y a un remplaçant. Alors, il a dit « Ah non, moi j'ai des rapports sociaux, je vais faire attention, je discute avec vous, mademoiselle. » Et puis en même temps, il a commencé par changer les horaires à tout le monde. C'est-à-dire à les adapter à ses besoins et à leur mettre la pression sur le thème. Si c'est pas ça, vous allez à la porte. Parce que comme il y a tellement de chômeurs à la porte, c'est facile de vous mettre la pression sur les horaires, vous les faire changer. C'est là. Il y a des sapins et des fleurs, c'est très beau dehors, mais dedans... La situation sociale générale, c'est aujourd'hui 7 millions de chômeurs et de précaires, et des gens en grande précarité en France. Alors ça a des conséquences, bien sûr, énormes. Parce que si on le rapporte à la population active de la France, hein, c'est plus du tiers de la population active qui est dans une situation de chômage ou de grande précarité. Alors, ça a évidemment des conséquences sur l'ensemble de l'application du droit du travail après. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une immense réserve pour le patronat. C'est 7 millions de personnes. Et comme moyen de pression, à la fois sur la baisse du coût du travail et sur les conditions de travail générales des salariés. Les entreprises aujourd'hui, ce sont des espèces de chaînes d'entreprises qui réalisent chacune une tâche bien précise, qui s'assemblent pour les réaliser, qui divergent pour d'autres choses. Et ça pose un problème considérable aux inspecteurs du travail, c'est que quand on va quelque part, on n'est pas sûr que dans ce quelque part-là, c'est le fameux patron qui commande. Cet entrepôt dessert les marchandises destinées à un grand magasin de l'agroalimentaire, enfin même de la consommation en général, hein, très connu. Donc la marchandise destinée à ces magasins, elle se répartit selon ces divers magasins.
Par contre, les camions porteurs sont d'une autre entreprise, un sous-traitant qui fait le transport. Mais à l'intérieur, ceux qui chargent les camions sont des salariés d'encore une entreprise différente que celle qui distribue les produits alimentaires ou que celle qui les transporte. Et à l'intérieur de la cabine du camion ou à l'intérieur des gens qui procèdent à la manutention des marchandises, vous pouvez trouver aussi des gens qui ne sont pas non plus salariés ni du porteur ni de l'entreprise qui manutentionne, mais par exemple intérimaires ou par exemple l'extérieur. Donc on se retrouve avec 4 ou 5 entreprises. Vous vous retrouvez sur le même site avec 4 ou 5 entreprises potentiellement différentes. Et des salariés donc avec potentiellement des statuts différents, avec des durées du travail différentes. Et avec des centres de décision tout à fait différents et situés de manière géographiquement très différente. Voilà. Une problématique, je dirais, de la structuration moderne d'entreprise. Ce tissu économique dense devrait susciter une réforme de l'inspection pour disposer d'outils juridiques et fiscaux. La justice, elle, s'en est donné les moyens. Un groupe, cela s'étudie au niveau où la stratégie de groupe est élaborée. Et de ce point de vue-là, je fais partie, et je ne suis pas le seul, de gens qui disent qu'on est d'autant plus performant qu'on arrive à écarter, si vous voulez, justement le compartimentage entre les administrations, entre les gens opérationnels sur ce thème-là, parce que c'est ce qui sert aussi les gens qui fraudent. La coopération avec les administrations, fisc, justice et même la police, existe, mais elle se fait de façon empirique. Pourquoi ces agents n'ont-ils pas toutes les informations sur une entreprise ? Chiffre d'affaires et bénéfices réels, mais surtout composition du capital, identité fiscale des dirigeants, contrats commerciaux, opérations intergroupes, distribution des bénéfices. Tout ce qui permet de comprendre ou corriger les phénomènes courants de la vie économique moderne. Il nous échappe encore des documents, par exemple les contrats commerciaux. Et lorsque nous pouvons regarder ces contrats, notamment dans les phénomènes de sous-traitance, c'est généralement avec peu de moyens et une insuffisance de droits. La sous-traitance est dans notre pays une chose très désorganisatrice, et ben nous n'avons pas les moyens de lutter contre. Toutes ces questions aujourd'hui de co-traitance et de sous-traitance, qui ont structuré vraiment l'entreprise moderne, eh bien, elles font éclater la notion d'entreprise qui est, on réalise dans un lieu unique, pendant un temps qui est le même pour tout le monde, si vous voulez, un produit unique. Tout ça, ça éclate, alors que la doctrine d'intervention de l'inspection du travail, elle se fait non pas sur la notion d'entreprise, elle se fait sur la notion d'établissement. Un inspecteur du travail va contrôler un établissement, mais dans la tête, si j'ose dire, du Code du travail. Ça veut dire que dans cet établissement, il y a tout. Il y a le patron et il y a ses salariés. Or, aujourd'hui, souvent, il n'y a pas le patron et souvent, il y a des salariés d'une autre entreprise. Et bien là, voilà un fait qui est quotidien et qui ébranle singulièrement la manière de faire des inspecteurs du travail. Soupçonnant un atelier clandestin, Patrice va découvrir une petite entreprise familiale entièrement sous l'emprise d'un gros fabricant français. Ce donneur d'ordre n'est pas dans le secteur géographique que Patrice couvre. Il va donc se trouver devant le dilemme auquel beaucoup d'agents sont confrontés. La réglementation n'est pas respectée, mais peut-on décemment pénaliser des gens qui subissent déjà des contraintes énormes ? Après, on verra le registre. Donc, les gens qui sont là, c'est qui ? Vous vous appelez comment ? Ah, moi, c'est Nguyen. Hein ? Nguyen. Nguyen, d'accord. Et vous êtes le patron, chef d'atelier Non, chef, non. T'as chef d'atelier. Chef. C'est le chef. Le chef d'atelier, ça y est, ok, d'accord. Bon, vous avez combien de donneurs d'ouvrage ? Des clients, combien ? Les clients, nous, là. Ceux qui vous donnent le travail. Il y en a qu'un seul. Il y en a un seul. Il vous donne un chiffre de combien par mois ? À peu près. Ça dépend aussi. Ça dépend s'il y a des commandes. Oui, je sais, mais ça dépend. Vous n'avez pas un carnet de factures, là ? Voilà. Ah oui, quand même. En octobre, c'est pas mal, 74 000. 2 mois. Hein ? 2 mois. C'est l'équivalent de 2 mois de travail. Voilà. C'est un 2 mois. Pas beaucoup de travail. Il y a 2 mois. Vous me dites que vous avez un seul donneur d'ordre, je vois pas de... Comment il s'appelle ? Le principal, c'est l'électricité. Ça a été vérifié ? Non, non, ça c'est l'EDF, ça. Est-ce qu'il y a une vérification de sécurité, non hein ? Ah, c'est bon, pour les autres. C'est bon, vous dites que c'est bon, mais ça n'a pas été vérifié, hein ? D'accord. Et quand il pleut, il n'y a pas d'infiltration ici ? On a jamais eu ça. Vous n'avez jamais eu ça, quoi ? La coupe de l'eau. Ah, il n'y a jamais eu d'infiltration jusqu'à présent. Bon, bah, c'est déjà quelque chose. Bon, organisation.
qu'est-ce qu'on fait là? C'est roulé. J'espère que vous n'arrivez pas en bas là. Ah. Qui c'est qui travaille ici? On ne travaille pas. Seulement, on a des machines de boutonnières et des boutons. Donc, quelques mois, on ne travaille pas. Ça dépend s'il y a des boutons ou des C'est en boutonnières. supplément. Quand il y a des boutons, vous les faites là. Et alors là, c'est quelle hauteur là? 90 moins 15 là. Et puis là? Il y a une machine de coupons pour faire le comptage. Ça fait quoi ça? Ça fait comme ça, là. Voilà, ça fait une coupon et des ronds couleurs. Et après, on va faire des comptages. D'accord. La pression économique de l'entreprise dominante est évidente. On est là au paroxysme de l'effet de la sous-traitance. Patrice mesure cette cave pour son rapport de visite et révèle sur le sol français une hygiène, une sécurité et des conditions de travail similaires à celles que l'on pourrait trouver en Asie du Sud-Est. Quelle est la meilleure méthode? Verbaliser en prenant le sifflet et le bâton pour qu'ils aillent 2 rues plus loin refaire la même chose dans des conditions pires. Là aussi, l'inspection du travail est seule, et c'est peut-être le revers de leur indépendance. Peu de modélisation des méthodes, peu d'outils propres à leur action. Simple exemple, l'agent n'a pas de voiture de fonction. En ville, ça va, mais quand le territoire fait 100 km d'amplitude, il fait les trajets dans sa voiture quand il en a une. Là, la méthode de Patrice est de modifier petit à petit les choses et lentement arriver à des résultats. Depuis son passage, l'électricité a été refaite. Depuis, il ne travaille plus dans la cave. Un modèle d'empirisme. Bien. Enfin, c'est une façon de parler, quoi. Première réforme, une structure centrale de pilotage, d'appui aussi au terrain. Le terrain en manque cruellement aujourd'hui. Quand les gens veulent des outils, etc., ils sont obligés de se les inventer eux-mêmes. Donc ils y passent un temps infini. L'inspecteur du travail, il est au four, au moulin, à la cuisine, au jardin, à l'atelier. À un moment donné, c'est plus possible. Alors le patron, comment il s'appelle là? Et il est où ce monsieur? Vous ne savez pas? Qui va faire cette réforme miracle? Tous d'accord pour préserver la dignité au travail, mais pas tous d'accord pour comment le faire. Quand les uns parlent d'une compétence nationale ou européenne pour pouvoir contrôler les groupes, les autres tirent la sonnette d'alarme. Attention, si l'information ne vient pas directement du salarié, du terrain, elle peut être tronquée. Notre mission, être le plus proche possible du salarié, est alors dévoyée. Moins on est sur le terrain, plus notre indépendance chancelle. Bon, mais alors comment on va faire? Parce que là, on ne peut pas rester dans une situation pareille, là. Parce que là, si je vous demande de tout mettre en conformité, ça va faire mal, quoi. L'électricité, ça va pas. Il est interdit de travailler là. Il faut enlever tous les postes de travail, là. Donc, il faut les mettre où? Ailleurs, il faut... alors là, vous n'êtes pas trop nombreux, mais j'imagine en période de pointe, ça doit être l'horreur, quoi. Bon, le plafond, l'électricité, c'est complètement non conforme, etc. Les éclairages peuvent vous tomber sur la tête d'un instant à l'autre. Il faut tout revoir. L'inspection du travail en France n'a d'avenir, même à court terme, que dans un réseau avec d'autres inspections du travail de par le monde. Autrement, on ne pourra quand même pas continuer à dire, si vous voulez, que les phénomènes économiques sont mondialisés et que les systèmes de contrôle sociaux doivent uniquement se cantonner à de petites actions locales. Et la France, c'est parfois du local sur un certain nombre de points. Bonne idée, mais idée réfutée par une partie des agents qui rattachent leur action à du local franco-français, voire uniquement à leur secteur. Avant de rentrer dans le détail de cette entreprise de carénage d'ordinateurs, écoutons le type d'échange d'arguments qu'inspecteurs et entrepreneurs peuvent avoir. La mondialisation hante le propos. Moi, je suis désespéré, moi, parce qu'on en viendra. Les financiers qui sont dans le groupe, ils vont aller construire une usine en Chine ou ailleurs. J'en sais rien. Moi, je suis angoissé. Monsieur, vous pouvez l'être, mais tout le monde est dans une situation inextricable. Parce que si l'on admet le raisonnement, on voit bien ce qui se passe en ce moment en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire l'évolution en termes de niveau social, en termes de situation sociale, est en train de régresser. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on croyait une progression du même type que celle de l'Occident, finalement, est remise en cause. Ouais. Et donc, si l'on admet qu'on doit se situer dans les termes de la concurrence avec les pays du Sud-Est asiatique, bon, là, je vous parle en tant que citoyen. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver des situations de servitude aussi en France. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, dans une grosse ou moyenne entreprise, la place de l'inspecteur est très délicate. Entre la conscience du citoyen inspecteur,
les politiques sociales du pouvoir, la loi du marché et les syndicats implantés, les rapports de force révèlent un malaise profond, celui de l'inspection du travail dans son ensemble. Je vois qu'en mai, vous avez eu recours à 245 intérimaires. Oui, oui, oui. 245 intérimaires avec 125 salariés permanents. Dans ce domaine-là, de toute façon, la réglementation est claire. On ne peut pas avoir recours à l'intérim d'une manière durable et permanente. Or, si je regarde l'évolution de vos effectifs intérimaires, même si, et vous me l'aviez déjà expliqué, le recours à l'intérim se concentre sur certains jours dans le mois et non pas sur la totalité des jours du mois, on est, malgré tout, dans une situation de recours permanent à l'intérim. Vous avez fait un effort significatif. Hein, vous êtes passé de 80 personnes à 125 personnes en permanent. Hein. Mais d'un autre côté, maintenir toute une population dans une situation d'intérim d'une façon durable, ça n'est pas acceptable non plus, puisque vous savez bien qu'en situation d'intérim, les individus ne peuvent pas construire, ne peuvent pas obtenir de prêts, ils ne peuvent pas engager l'avenir. C'est Bernard qui a incité cet employeur à embaucher 45 personnes. Pour lutter contre la précarité, Bernard revient à la charge un an après. Il a eu vent par les syndicats de l'entreprise de problèmes liés à la surexploitation de travail intérimaire. Il brandit une réglementation qui en fait est floue. Pas de recours à l'intérim de façon durable et permanente. Où est la limite? L'entreprise s'engouffre dans la brèche. Si l'on parle précarité, alors qu'il y a une explosion de l'intérim et une explosion des contrats à durée déterminée, il y a quand même une façon légale d'y mettre un terme. C'est de dire que, par exemple, une entreprise ne peut pas embaucher plus de 5% d'intérimaires ou de précaires. Parce que si vous mettez un quota, alors vous mettez une limite. Ensuite, on peut me dire, oui, mais il y a des cas où il faut être plus souple. Bah oui, on peut faire comme dans d'autres secteurs du Code du travail, on fait par décret une liste où il peut y avoir des souplesses et des exceptions contrôlées, après autorisation de l'inspection du travail. En attendant que la République impose ses quotas, Bernard doit trouver d'autres outils, d'autres arguments. Le licenciement économique, avec plan social, représente une garantie pour les salariés permanents. Oui, oui. Mais moi, je ne veux pas. Que les travailleurs temporaires n'auront pas. Oui, 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 c'est clair. Vous êtes dans une situation où vous risquez de changer d'orientation et d'avoir une déflation de vos effectifs. Oui. Mais vous allez vous séparer naturellement des intérimaires. Bien sûr. Pour une partie. Bien sûr. Mais ces intérimaires-là, ils ne bénéficieront pas d'un plan social auquel ils auraient pu prétendre s'ils avaient été salariés. Enfin, Monsieur Grassi, il faut savoir que les fluctuations que l'on a dans la production aujourd'hui ne sont pas des fluctuations qui sont de l'ordre de 10%, voire 20%. Je le vois. C'est du 100, c'est du 150, c'est du 200%. Et si je ne sais pas répondre à ça, Monsieur Grassi, je ne sais pas répondre à mon client, et mon client va aller chercher ses châssis ailleurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il vit sur un marché qui est concurrencé par des Chinois qui travaillent à 2,50 francs de l'heure. Je veux bien, mais c'est tout le problème de la conciliation de l'économique et du social. Ben oui, oui. Mais qu'est-ce que je ferais, moi, si j'embauche encore 30 personnes et puis que demain, je suis obligé de les payer alors que je n'ai pas de travail à leur donner? Je mets la clé sous la porte, Monsieur Grassi. Même en vous disant toute la vérité. Le lendemain, ou quelques jours après avoir embauché les 49 personnes, quand j'ai vu les forecasts qu'on me communiquait, j'ai été pris d'angoisse, Monsieur Grassi. Je me suis dit, t'as fait une connerie, t'aurais jamais dû embaucher 49 personnes. Je vous assure que j'ai eu des angoisses. À peine après les avoir embauchés. Hein. L'inspecteur devient conseil en stratégie. Pourquoi pas? L'expérience du terrain donne une vision plus claire des problèmes. Mais tout à coup, c'est un autre métier. Tout à coup, la police du travail devient l'assistant entrepreneur et le pouvoir l'y incite. Mais au fond, sont-ils à l'aise dans ce nouveau rôle? Les salariés aujourd'hui travaillent selon un horaire constant, si j'ai bien compris. Les salariés eux-mêmes, pas les intérimaires. Selon un horaire constant, oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc vous avez une rigidité complète de ce côté-là. Oui, tout à fait. Et vous jouez complètement sur l'intérim pour la flexibilité. Oui. Bon, moi, ce que je vous avais incité à faire, c'était de trouver une solution médiane. Et je sais bien qu'au plan économique, vous ne pourrez pas satisfaire à l'intégralité de vos exigences. Mais en même temps, si vous voulez, accepter que les exigences économiques s'imposent totalement au social,
conduirait à des situations qui seraient insupportables pour les individus. Ce louvoiement entre les arguments traditionnels de l'inspection et les nouveaux outils mis en place par le pouvoir est soit le révélateur d'un malaise, soit une tactique. Protéger le salarié. Le but de Bernard est de faire intégrer des intérimaires. Si la flexibilité proposée par l'État est un moyen d'y arriver, encore faut-il la maîtriser. Bernard ne peut que l'observer car c'est l'employeur qui définira cette flexibilité uniquement avec les syndicats implantés. Pas d'intervention officielle. La flexibilité, c'est faire varier le temps de travail en fonction des besoins du marché, avec une baisse théorique du temps de travail. C'est faire en moyenne sur l'année un nombre d'heures qui, au fil des semaines, varie du simple au double, suivant les besoins. Mais il faut qu'on travaille sur la flexibilité, c'est sûr. Mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, parce que nos besoins ne sont pas programmables. On travaille toujours dans l'urgence. Et la flexibilité, telle qu'elle est proposée dans la loi aujourd'hui, est une flexibilité relative. Parce qu'elle ne vous autorise, elle vous oblige à anticiper sur les variations futures. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Nous, on va travailler, on va quasiment doubler nos effectifs d'un jour à l'autre. Quelle décision prendre? Casquette du flic ou du consultant? Moi, personnellement, je n'attendrai pas la fin 99 pour attendre une solution. Qu'elle soit réduction du temps de travail ou pas, il y a un problème d'emploi et d'aménagement du temps de travail qui doit être réglé. Alors, je vous demande de transmettre cela très précisément à votre groupe. Si on n'a pas des solutions... Bernard, en porte-à-faux entre directives étatiques et choix en conscience, au final, reviendra à la réglementation. Alors là, moi, je serai obligé de reprendre ma casquette traditionnelle de contrôleur et d'en tirer toutes les conséquences, éventuellement les conséquences pénales. Depuis 20 à 30 ans, le pouvoir fait la promotion de politiques de l'emploi pour lutter contre le chômage. Il imagine les agents d'inspection comme une force de vente de ces politiques. Réponse du corps. On n'est déjà pas assez pour contrôler, on ne va pas en plus être VRP. Au-delà de la réaction corporatiste, il y a en filigrane la démission de l'État. Car pour le citoyen inspecteur, la flexibilité, c'est un ministère qui donne de l'argent aux entreprises pour réduire officiellement le temps de travail, et eux, sur le terrain, révélateurs d'abus. Comme par exemple pour les caissières de supermarché. Mais 20 heures, elle est à temps partiel, la fille, elle peut pas vivre avec ça, alors il lui demande des heures en plus. Alors elle est contente, parce que comme elle peut pas vivre avec ses 20 heures par semaine, elle fait les heures en plus. Mais lui impose les heures qu'il veut. C'est-à-dire 10 heures le samedi, par exemple. Puis ensuite 2 heures le lundi matin. Et comme la fille habite Comble-la-Ville, et ben pour venir travailler le lundi matin, elle part à 8h30 de chez elle. L'après-midi, elle rentre ou elle rentre pas, mais elle doit de toute façon être là à 18h. Et le soir, elle finit à 22h, ce qui fait qu'elle arrive avec les changements à 23h30 chez elle. Et elle a travaillé en tout et pour tout 6 heures dans la journée, payée au SMIC, pour une amplitude donc où elle est partie de chez elle de près de 15 heures. Voilà, c'est ça la flexibilité maximale qu'on obtient des femmes à temps partiel. Je dis bien des femmes parce que 85% des temps partiels sont des femmes. En somme, si l'État n'est présent que pour donner son obol, le match social contre économie ne s'en remet qu'au rapport de force sur le terrain. Rapport actuellement déséquilibré. Et flexibiliser en fonction du marché, c'est grave. La stabilité du travail est la base de notre société. Dérégler le temps de travail, les horaires, c'est annihiler la vie privée au profit de la vie professionnelle. L'entreprise pèse alors sur la vie sociale, religieuse ou associative de l'individu. La différence, c'est un choix de société, ça. Entre 35 heures en moyenne et 35 heures hebdomadaires, c'est un choix de société. Et en plus, l'effet sur l'emploi est considérable. Parce que si c'est 35 heures en moyenne, bah finalement, il y a moins besoin d'embauche, puisqu'on va flexibiliser ou adapter le salarié. L'inspection affrontant les gouvernements sur la manière de résorber le chômage est une vieille histoire devenue médiatique. La flexibilité, c'est nier un peu le code du travail en y apportant un nombre important de dérogations. C'est officialiser des violations de la loi pour réduire l'exclusion mais en augmentant la précarité. Les entreprises potentiellement créatrices d'emplois pèsent sur le politique et la République abandonne son rôle d'arbitre. Le corps, lui, continue sur son inertie centenaire de défense du salarié. En brandissant une indépendance, il gêne, d'où une forte discorde. Comment piloter des gens qui tiennent à leur indépendance comme à la prunelle de leurs yeux? Et nos systèmes administratifs, en particulier le nôtre, n'a pas su trouver la réponse. Je dirais d'ailleurs que de ce point de vue-là, il se trouve dans une situation sans doute un petit peu parallèle au ministère de la Justice, qui ne sait pas trop quoi faire avec ses magistrats. C'est la même chose pour le ministre ou la ministre du Travail. J'aime bien l'indépendance.
Et pas comme un luxe, mais comme une responsabilité, en fait. Si la République veut se donner les moyens de contrer les pressions des entrepreneurs, pourquoi ne compose-t-elle pas avec ses agents responsables, au lieu de les contraindre ou de les ignorer? En rappelant au pouvoir que les décisions politiques parfois menacent l'ordre public, ces garants de l'équité sociale ferment peut-être la porte de leur prison dorée. Car ce qui est sûr, c'est que ces fonctionnaires contestent. On les croirait dociles, tout dévoués à leur hiérarchie, mais ils contestent, même si cela les isole. Et quand on leur impose un certain comportement qui contrarie leur conscience, ils décident très souvent d'en faire autrement. C'est le cas dans la lutte contre le travail illégal qui se mêle parfois à l'immigration clandestine. Ce travailleur sri-lankais n'a pas à avoir peur, il est en règle. Et même dans le cas contraire, pas d'inquiétude. Votre prénom? Prénom Sébastien. Prénom Sébastien. Vous êtes embauché depuis quand ici? Maintenant, c'est premier. Vous venez d'arriver? Oui. À quelle heure vous êtes arrivé? Travailler, c'est. Il y a 1 heure, il y a 7 heures. 7 heures. 19h, 7 heures du soir. Ouais. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 heures du matin. Jusqu'à 2 heures du matin. Vous pouvez me la montrer, votre carte de travail, si vous l'avez? L'emploi d'étrangers en situation irrégulière, c'est quelque chose qui motive beaucoup les pouvoirs publics au nom de la lutte contre le travail clandestin. Et l'immigration clandestine. Et l'immigration clandestine. Mais il faut savoir que nous, on est un peu réticents à appliquer ces textes, puisque théoriquement, quand on constate la présence d'un salarié sans titre de travail, a priori, comme le type de travail et le type de séjour sont confondus, aujourd'hui, on peut en déduire qu'il est irrégulier au niveau du séjour, et on devrait appeler la police, quoi. Et on nous incite fortement à appeler la police. Notre interlocuteur unique, contrairement à ce qu'on veut faire croire, c'est l'employeur. C'est toujours l'employeur qui est responsable d'une infraction, jamais le salarié, contrairement à ce que peuvent raconter un certain nombre d'employeurs. Là, la sanction, elle tombe pas seulement sur l'employeur, elle tombe aussi sur quelqu'un qui est en situation de salarié, que l'employeur a délibérément embauché en situation irrégulière, mais lui, il va se faire expulser. Le patron, il va éventuellement payer 10 ou 20 000 francs d'amende. Donc c'est des textes, moi je les applique pas beaucoup. On les a trop appelés Zorro, shérifs en 2 chevaux, protecteurs impuissants, voltigeurs ou hussards de la République. Eux-mêmes se défendent d'être des agents d'une révolution sociale paradisiaque. Car bien sûr, le tout-État n'est pas une solution. Une inspection-providence est illusoire si, avant tout, les salariés ne défendent pas eux-mêmes leurs intérêts. Mais quand même, quand le système perd la tête, un garde-fou est nécessaire. Et si l'inspection du travail est la dernière digue, il faut qu'elle puisse tenir. Madame ou Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités. Et vos responsabilités ne consistent pas à dire aujourd'hui « Ah là là, ces inspecteurs du travail m'emmerdent ». Ces responsabilités consistent à dire comment aujourd'hui, moi ministre, je peux aider à ce que l'inspection du travail se transforme dans un système capable effectivement de contrôler, je dirais, l'application du droit social dans cette fin de 20e et ce début de 21e siècle. Et je dirais, ça, c'est un rôle proprement politique et c'est à vous de le jouer, en concertation bien entendu avec les gens qui sont dans le système, mais c'est à vous de le penser. Et je dirais, c'est votre premier devoir, c'est non pas de gérer le quotidien, mais de préparer demain, chose qu'à mon sens, les ministres du Travail successifs, depuis 20 ans, n'ont jamais fait pour l'inspection du travail.